Donc, j'ai lancé un enregistrement. Puis je le mettrai sur YouTube, si vous voulez, après, pour que éventuellement ceux qui étaient absents puissent regarder. OK. On fait le corrigé des trois premiers? Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre le corrigé. Donc pour le premier complexe, donc avec du manganèse, 5 ligands carbonyle et puis un ligand chloro ici, on a une charge plus. Donc quand on calcule le nombre d'électrons, alors le manganèse, il a 7 électrons de valence, plus les ligands carbonyles sont des ligands L, le chlore est un ligand X, la charge plus, ça retire un électron, ça fait 17 électrons de valence. Donc un premier complexe qui n'a pas 18 électrons, mais ça peut arriver, même si ce n'est pas forcément le plus stable. Le nombre d'électrons, il y a le nombre d'oxydation du manganèse dans le complexe, donc il y a un ligand X et une charge plus, donc ça fait un nombre d'oxydation de 2. Et pour savoir comment sera peuplé le bloc D du complexe, eh bien c'est donc 7 électrons, le nombre d'électrons du manganèse, moins 2 parce qu'il est oxydé 2 fois, donc 5 électrons dans le bloc D. Ce que j'appelle le bloc D, on va y revenir quand on va faire la quantique après, hein, c'est le bloc T2G et EG, avec les 5 orbitales, 5 orbitales D du métal qui sont transformées en guillemets lorsqu'ils forment le complexe. Si on devait nommer, est-ce que quelqu'un peut proposer un nom pour ce complexe? Vas-y, Abdesamad. Lion, carbonyle, chloromanganèse. Presque. Pentacarbonyle, chloromanganèse, mais c'est pas l'idée. Ah. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Alors le deuxième, du coup, donc un complexe avec du fer, un ligand ici, la molécule d'ammoniac, mais qu'on appelle le ligand amine, 6 fois, et puis avec une charge de plus. Donc pareil, on calcule le nombre d'électrons de valence 8, il y a 6 ligands L, parce qu'on sait bien l'ammoniac, ce n'est pas radicalaire à l'état neutre. Moins 2 parce qu'il y a une charge de plus, ça fait 18 électrons de valence. Le nombre d'oxydation, il n'y a aucun ligand X, mais il y a une charge de plus, donc plus 2. Et dans le bloc D, donc 8 électrons apportés par le fer, moins 2 à cause du nombre d'oxydation, ça fait 6 électrons dans le bloc D. Quelqu'un d'autre qu'Abdesamad veut tenter le nom de ce complexe? Vas-y, Audrey. Ça fait lion, hexaamine, fer. Exactement. Et on rajoute entre parenthèses après le nombre d'oxydation. Ok. Donc ce serait lion, hexaamine, fer, entre parenthèses 2. Ouais. Donc on l'écrit en chiffre romain, entre parenthèses 2 en chiffre romain. Et bien nickel. Bah, même raisonnement pour tous en fait, hein. Donc là, on a un platine qui a 10 électrons de valence une fois qu'on a fait Klichkovsky, 6 atomes de chlore, donc 6 ligands chlore autour, ligands chloro du coup, une charge moins. Quand on calcule, ça nous fait 18 électrons, enfin 2 charges moins. Quand on calcule, ça fait 18 électrons de valence. Le platine, il a un nombre d'oxydation qui vaudra donc 6 parce que les 6 ligands X ajoutent chacun 1 nombre d'oxydation, moins 2 parce qu'on soustrait, on ajoute la charge. Donc un nombre d'oxydation de 4. Et dans le bloc D, on va avoir du coup 10 électrons apportés par le platine, moins 4 électrons à cause de l'oxydation, du nombre d'oxydation, 6 électrons qui vont peupler le bloc D. Quelqu'un de nouveau veut nommer ce complexe? Alors, c'est Corentin qui lève la main pour le nom. Lion, hexachloroplatinate. Voilà. Et tu mettrais quoi entre parenthèses après? Moins 2. Ah non, c'est pas la charge qu'on met, c'est le nombre d'oxydation. Ah, bah du coup, moins 4. Pas moins 4, plus 4. Plus 4, oui, pardon. Plus 4. Ils sont quasiment jamais, j'ai très rarement vu, peut-être même qu'il n'y en a aucun d'ailleurs, hein, je pense, de complexe avec des nombres d'oxydation négatifs. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Donc là, et alors à l'oral, on dira lion hexachloroplatinate 4. Et en fait, on ne précise pas la charge parce qu'on peut la recalculer de toute façon à partir de cette information du nombre d'oxydation. Donc dans le nom, il n'y a pas la charge, mais il y a le nombre d'oxydation. Bon, pour les autres, on ne va pas détailler, mais c'est un peu toujours pareil, hein. Le nickel a 10 électrons, il est entouré de 5 ligands L, il a une charge 3-, donc on calcule 18 électrons de valence. Donc du coup, ah non, pardon, les CN ici sont des...
Ah, mais attendez, j'ai pas fait une erreur. Les CN. Ah si, c'est là. Les CN sont des ligands X ici, il faut faire attention. Euh, Oui, parce que oui, en fait, quand ils sont neutres, c'est les radicaux. Donc les CN sont des ligands X, il ne faut pas se tromper ici. Quelqu'un a une question sur le sujet? Abdessamad, c'est ça? Ou c'était pour le nom? Oui, oui, c'est pour le 5. Est-ce que vous pouvez expliquer parce qu'il me paraît assez tordu? Ouais, on va expliquer le 5 rapidement. Alors, juste pour celui-là, quelqu'un veut dire le nom du 4? Il y a Corentin qui lève la main, mais si quelqu'un qui l'a pas encore fait veut le faire, ce sera plus marrant. Allez, Steve. Ion pentacyano-nickel, plus 2. Alors, presque, nickelate, parce que le Nickelate. complexe est chargé négativement. Ok, d'accord. L'ion, voilà, pentacyano-nickelate 2. Alors, pour le troisième, pour le numéro 5, donc Abdesamad m'avait demandé une petite clarification. Donc, des fois, le ligand, c'est une molécule organique un peu compliquée à écrire sous la forme d'une formule brute. Donc, ici, vous voyez, le ligand, c'est un N qui fait deux liaisons avec donc, un groupe silicium-méthyle 3. Donc, si je vous le dessine, je vais faire un petit, je vais ouvrir un petit logiciel de dessin qui est ChemSketch. Vous voyez un peu l'idée. Donc, il faut imaginer quelque chose comme ça. Il y a un N. Ah oui, attendez, il faut d'abord que j'en mette un deuxième. Voilà, il y a un N, sauf qu'il n'a pas de H. Il faut l'imaginer en ligand avec donc un point. Relié à des silicium, relié à des méthyles. Voilà. Ça, c'est le ligand. Neutre. Voilà, je le mets là. Et donc, il est dans le complexe, il écrit N, entre parenthèses, SIME3, fermé la parenthèse 2. Et ce ligand-là, on le prend 3 fois. Donc, ça fait 3 ligands X. Ensuite, ici, on vous met entre parenthèses THF. Vous vous souvenez de la formule du THF? Le THF, tétrahydrofurane, c'est un ligand qui est comme ça. Attendez, hop, voilà. Le THF, c'est un ligand qui est, on l'utilise en tant que solvant. Donc là, on voit que ce n'est pas un radical, lui. À l'état neutre, c'est un ligand de type L. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut déterminer. Donc, le titane, on détermine qu'il a 4 électrons de valence. Ensuite, là, il y a 3 ligands X qui sont ces 3 ligands aminés. Et puis, il a un ligand L qui est le THF. Ça lui fait que 9 électrons de valence sur ce complexe-là. Bon, là, c'est un complexe qui va être très pauvre en électrons de valence. Son nombre d'oxydation, comme il n'y a pas de charge, ce sera plus 3 parce qu'il y a 3 ligands X. Et puis, dans le bloc D, 4 moins 3, il ne reste plus qu'un seul électron D. Et voilà, et pour le dernier, donc du cobalt, le CO qui est un ligand L, le H qui est un ligand X, le PH3 qui est un ligand L, ça fait 18 électrons de valence, juste un ligand X, pas de charge, donc NO égale plus 1, et donc dans le bloc D, 8 électrons. Pour le nom Abdessamad, si c'est pour ça que tu poses la question, ça va être compliqué de nommer cette molécule. Monsieur, Je crois qu'on vous le demandera. Oui. pourquoi 3 fois 1? Bah, parce que il y a 3 ligands X qui sont donc les ligands N, SI, ME3 deux fois. Même 3 fois 1. Enfin, ça change rien, mais. Chaque ligand X apporte 1. Ah, un électron. Ah ouais, je vois, ok. Ouais. En fait, vous n'êtes pas obligé. Enfin, si, c'est pas mal d'écrire comme ça parce que, enfin, bon, peut-être au concours, vous écrivez une petite ligne quand même avant pour dire chaque ligand X apporte un électron, chaque ligand L apporte 2 électrons, donc N égale. Puis après, vous n'avez plus besoin de re-expliquer à chaque complexe pour lequel vous calculez. Ou alors sinon, vous écrivez la formule N égale M plus 2 fois L plus X moins Q.
et en expliquant ce que c'est que L. Enfin, il faut expliquer une fois, quoi. Parce que sinon, l'examinateur, il n'est pas censé comprendre votre notation, même si nous, on l'utilise régulièrement dans le cours, il n'a pas forcément la même. Bon. Donc voilà pour revenir sur toutes les diversités de complexes qu'on peut avoir. À chaque fois, savoir calculer nombre d'électrons de valence, nombre d'oscillations et nombre d'électrons du bloc D, ça peut être aussi pratique. Après, on verra dans la partie quantique. Justement, la partie quantique, on y arrive avec l'exercice suivant. Attendez, hop, il faut que je ferme ça. Donc, exercice suivant du TD. Alors, premièrement, on va s'intéresser à l'étude d'un ligand, le ligand phosphine, avec le début de l'application B1, B4. Donc, dans un premier temps, on vous dit ceci. Le diagramme d'orbital moléculaire de valence du ligand. Alors là, il y a une petite erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur, c'est pH3. C'est bon. Donc, du ligand pH3 est donné ci-dessous. Il permet de modéliser les ligands phosphines de type PR3, le plus populaire étant le triphénylphosphine, hein, PPH3, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans des exemples de complexation. Donc ici, on vous donne le diagramme d'orbital moléculaire de pH3, qui est en fait les orbitales du milieu, puisque à gauche, on a les orbitales de valence du phosphore P. À droite, ici, on a 3 orbitales, on ne vous dit pas ce que c'est, mais a priori, on imagine que c'est les orbitales d'un fragment H3, avec cette géométrie pyramidale à base triangulaire qui a été construite. Ça, au passage, on pourrait vous le faire construire, hein, ce diagramme d'orbital de valence de ligand pH3, puisque finalement, c'est de la méthode des fragments. Hein. Donc, mais là, on vous le donne directement. C'est-à-dire qu'on vous donne à gauche les orbitales de valence de P, à droite les orbitales de fragment de H3, et la combinaison, on vous donne déjà le résultat que ça donne, avec ici toutes les orbitales, numérotées avec des noms particuliers, 1 à 1, pi à H3, 2 à 1, 3 à 1, pi à H3, etc. Donc là, il n'y a toujours pas de question, simplement, il faut bien comprendre ce qu'on vous donne. On considère ensuite un complexe octaédrique constitué donc d'un métal et de 6 ligands pH3 autour du métal, dont les ligands sont alignés avec les axes OX, OY et OZ. Donc, on imagine bien la forme voilà, octaédrique, avec 2 ligands à gauche, 2 ligands devant derrière, et puis 2 ligands en haut et en bas. Question numéro 1. Quelle est la configuration du ligand pH3 à l'état fondamental? Donc là, ce n'est pas encore une question en lien avec le complexe, juste le ligand, juste pH3. On vous donne toutes les orbitales moléculaires de valence et on vous demande sa configuration. Est-ce que vous voyez comment répondre à cette question facilement? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui lèvent la main pour pas répondre, enfin, parce qu'ils ne savent pas comment répondre à la question? Corina, par exemple? Moi, j'aurais calculé les électrons de pH3 et ensuite j'aurais rempli les couches au milieu et puis je les aurais remplies. Voilà, c'est ça. On calcule le nombre d'électrons de valence, attention, de valence, hein, pas le nombre d'électrons total, mais juste de valence, de pH3, et ensuite on remplit 2 bases en haut et on donne la configuration correspondante. Je vous laisse le faire. Je vous laisse 1 ou 2 minutes, là, ça c'est pas très long. Donc, vous voyez où il est le phosphore? Vous arrivez à le retrouver dans la classification? Est-ce que vous pouvez juste redonner Donc, il faut se souvenir, le phosphore, il est en dessous de l'azote et il est dans la ligne du sodium, dans la 3e période, dont on peut se souvenir avec la petite phrase « Napoléon mange allègrement 6 poulets sans claquer bardard ». Donc, le poulet, dans cette phrase, c'est le phosphore. Ok. J'ai une question. Quand il y a 2 traits hyper proches, c'est qui sont du même niveau en fait. C'est ça? Exactement. C'est une façon de l'écrire pour compacter un peu en largeur, mais en fait, c'est du même niveau.
Ok. Bon, après, je pense qu'il y a des approximations dans ce diagramme, hein, parce que, par exemple, à mon avis, l'orbitale φ1 du fragment H3, elle doit être plus basse que les orbitales φ2 et φ3. Et là, ils les ont mis un peu toutes du même niveau, mais je pense que c'est une approximation dans la mesure où on vous donne déjà en fait, le résultat final. C'est une approximation qu'ils ont fait juste pour que ce soit plus pratique à rédiger, quoi. Monsieur, Oui, comme les pi, elles sont au même niveau, mais elles portent le même nom, les deux, est-ce que du coup, on met pi, on met 4 ou on doit faire deux fois? je pense que c'est juste de mettre 4, ouais. Dans la mesure où là, la notation de l'énoncé leur donne le même nom, ouais, tu peux faire ça. Ou sinon, au pire, tu écris pi AH3 2, pi AH3 2. Si vraiment t'as Ok. besoin. Mais dans les deux cas, je pense que tu auras tous les points. Ok. Bon, normalement, vous devez y être là pour la configuration. Quelqu'un veut donner le résultat à l'oral avant qu'on monte le. On peut le donner à l'oral, de toute façon, celui-là, il n'y a pas besoin de montrer le corriger. Vas-y, Corina. Il y a 8 électrons de valence. Tout à fait, il faut compter les 5 du phosphore plus les 3 du ligand, enfin du fragment H3. Oui. Et la configuration, c'est 1A1 puissance 2, Mhm. puis AH3 puissance 4 et 2A1 puissance 2. Voilà, exactement. Donc, comme ça, on peut identifier tout de suite quelle est la HO et quelle est la BV dans ce ligand. La HO, ce sera donc 2A1, puisque c'est elle qui sera la plus haute occupée. Et puis la BV, en fait, il y aura 2 BV. Ce sera les orbitales de type pi AH3 étoile qui sont à ce niveau-là. Alors, si on répond à la question 2 maintenant, si on regarde la question 2, indiquer l'orbital moléculaire de pH3 qui peut interagir avec une orbitale atomique DZ2 ou DX2-Y2 du métal. On donnera un exemple de recouvrement possible, métal-ligand. Comment qualifier alors le ligand pH3? Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, la question en soi, elle n'est pas très compliquée. En gros, on vous demande quel est l'orbital moléculaire qui va faire une interaction de type sigma. Donc sigma, ça veut bien dire donc symétrie axiale par rapport à la liaison que va faire le ligand avec le métal. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour répondre à la question correctement, c'est où est-ce qu'on met le métal? Est-ce qu'on met le métal à gauche? Est-ce qu'on met le métal en haut, en bas, à droite? Parce qu'évidemment, vous voyez, vous avez le métal au centre et vous allez avoir des ligands phosphine à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière. Évidemment, chaque ligand, il ne va pas avoir la même position que les autres, puisqu'à chaque fois, ils ont tourné pour pouvoir faire face au métal. Alors, d'après vous, je vais vous demander votre avis là. D'après vous, le ligand tel qu'il a été dessiné ici, il a été dessiné pour se connecter avec le métal à quel endroit par rapport à lui? En haut, à gauche, à droite, en bas? J'aurais dit le milieu. C'est qui a parlé? C'est Corina? Oui, c'était moi. Ça veut rien dire, Corina, milieu. Là, regarde, prenons par exemple, je vais prendre l'exemple de 2 à 1. On ne va pas mettre le métal au milieu de cette orbitale-là, puisque au milieu de cette orbitale-là, il y a le phosphore. Le métal, il faut qu'il soit relié au phosphore. Donc, il va être soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Il ne peut pas être au milieu.
Léa avait levé la main. Léa, tu as une autre suggestion? On le fait arriver par le haut pour avoir un recouvrement non nul, puisque les noirs vont arriver sur le côté, et le blanc, du coup, va arriver par le dessus, et ça va faire un bon recouvrement. C'est ce qui va être privilégié. Oui, c'est le raisonnement. En gros, l'idée, c'est de voir que si on veut faire une liaison entre donc, la HO, qui est 2A1, entre la HO du ligand et le métal, eh ben, on voit bien que 2A1, elle va dans le sens d'un axe qui est vertical. Là. Et donc, il va falloir mettre le métal au-dessus. Si on met le métal en dessous, on voit bien que ce sera moins efficace, hein, puisque 2A1 elle est vraiment développée sur l'axe, vers le haut. Donc, et puis on met sur le côté, alors ce sera encore moins efficace, ça ne fera pas grand-chose. Donc, si on veut faire une liaison sigma avec la HO, il va falloir mettre le métal au-dessus. Donc, en fait, c'est le point difficile des fois dans ces exos-là, c'est que des fois, on vous dira clairement, le ligand a été dessiné de façon à ce que le métal se positionne comme ça par rapport à lui. Des fois, ce sera dit, et des fois, ce sera comme implicite. Donc, dans ces cas-là, il faut réfléchir quel est le plus logique pour mettre le métal. Et là, clairement, le plus logique, ce sera de le mettre au-dessus de pH3 dans cette représentation-là. À partir de là, du coup, on peut répondre à la question, quel est l'orbital moléculaire qui va interagir avec une DZ2 ou une DX2 moins Y2 dans toutes ces représentations? Donc, en gros, quel est l'orbital qui fait une interaction sigma, en gros. Quelqu'un veut essayer d'y répondre à cette question? J'aurais dit les pi à H3. Mais... Mais si tu mets le métal au-dessus, là, si tu imagines le métal au-dessus, tu vois qu'avec ces orbitales-là, les pi à H3 ou les pi à H3 étoiles, tu as une antisymétrie par rapport à la liaison, par rapport à l'axe de liaison avec le métal. Tu visualises l'axe de liaison ou pas? Si je mets une DZ carré? Non, mais ce n'est pas une question d'orbital. Déjà, c'est juste une question est-ce que c'est sigma ou pi. Mais en effet, après, tu vas pouvoir mettre la DZ carré. Mais tu vois, là, si tu mets le métal au-dessus, là, je dessine une liaison, et puis je vais mettre un métal. Métal, je ne sais pas moi. Je n'ai pas de quoi mettre un petit M. Mais tu vois, j'imagine que je mets une liaison et qu'il y a le métal au-dessus. Tu la vois, la liaison? Oui. Bon. La DZ carré, tu es d'accord? Elle va être le long de cet axe. Oui. Et bien là, tu vois bien que ça c'est antisymétrique par rapport à l'axe, donc ça n'arrivera pas à faire une liaison avec la DZ carré, vu que la DZ carré, elle est symétrique par rapport à l'axe. Ah, ok. Ok. Tu vois l'idée? Oui. Quelle est la. Il y a Séverine qui a levé la main. Là. Séverine, tu veux dire quoi, toi? Moi, j'aurais dit avec la 2A1 et la, Voilà. 2, et la 3A1 aussi, moi. Voilà, avec la 2A1 et la 3A1, là, on va pouvoir faire une interaction parce qu'on voit que si on met une liaison, là, on a bien symétrie par rapport à l'axe, comme la DZ carré, parce qu'il faut se souvenir que la DZ carré, hein, c'est un lobe selon l'axe, puis ensuite un tore. Hein, et donc là, on va pouvoir faire une interaction. Et pareil avec la 3A1, bien sûr, hein, la 3A1 aussi. Sauf que la 3A1, on voit que l'interaction sera minimale, hein, puisqu'il y a si on met le métal dessus, on voit qu'il y a un tout petit bout d'orbital ici, donc il n'y aura pas vraiment beaucoup de recouvrement. Donc du coup, il n'y a que la 2A1 et la 3A1 qui ont une symétrie sigma. Toutes les autres, on voit que par rapport à l'axe de liaison avec le métal, elles auront une symétrie pi. Ah non, il y a la 1A1 aussi, remarque. Il y a la 2A1, la 3A1 et la 1A1 qui ont toutes les trois une symétrie sigma. Si on imagine qu'on fait donc une liaison avec le métal en haut. Mais sur ces trois-là, clairement, on voit bien que la 3A1 et la 1A1, elles ne vont pas donner des recouvrements très intéressants. Et c'est la 2A1 qui va faire le meilleur recouvrement. Donc ici, quand on vous demande quel est l'orbital moléculaire qui peut interagir avec la DZ2 ou la DX2 en Y2, on pense très bien à la 2A1 qui est la HO, qui fait un gros lobe selon l'axe, donc qui va faire un bon recouvrement. Et
on vous demande un exemple de recouvrement. Donc, du coup, ici, si je regarde le corrigé, voilà, alors ici, dans le corrigé tel qu'il vous a été donné, donc il y a le ligand P qui a été, il y a le ligand PH3 qui a été incliné de 90 degrés pour se recouvrir avec l'orbital du métal, qui est ici l'orbital DX2-Y2. Là, ça n'a pas été fait avec un DZ2, mais ça a été fait avec la DX2-Y2. Ouais, tu as une question, Abdesamad? Oui, l'espèce de zone noire qu'il y a sur le métal, c'est bien un anneau? C'est pas deux Non, 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 orbitales? là, ce n'est pas un anneau. Là, dans le corrigé, c'est avec la DZ2, c'est avec la DX2-Y2 Ah, ok, ok. qu'ils ont dessiné. C'est C'est pas le c'est pas trèfle, du écrit à coup. l'oral. Ouais. C'est une autre façon de le représenter. Ok, Mais sinon, on aurait pu mettre le métal au-dessus et puis mettre une DZ2 avec un anneau. ok. Les deux marchent. Les deux marchent. Ça, il faut que je supprime, c'est autre chose. Ça, il faut que je supprime, c'est autre chose. Et donc, on va retourner au TD. Donc, du coup, retournons au TD. Ah, excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec la mise en page. Voilà. Donc, du coup, c'est bien la 2A1 qui interagit le mieux et de façon évidente avec la DZ2 ou avec la DX2-Y2. Et comme c'est une haute occupée, ça veut dire qu'elle est donc occupée, on va dire que le ligand, il est sigma, parce que c'est une symétrie sigma, donneur, parce qu'il donne des électrons vu qu'il interagit avec une orbitale occupée. Donc voilà, ça répond à la question comment qualifier le ligand. On le qualifie de sigma donneur. Excusez-moi. Question 3 maintenant. Quelles sont les orbitales moléculaires du ligand qui peuvent interagir avec cette fois d'autres orbitales, les orbitales atomiques DXY, DXZ, DYZ du métal? On donnera un exemple de recouvrement. Et comment on qualifie le ligand PH3, sachant que le niveau de valence du métal se situe au-dessus du niveau 2P du phosphore qui est plus électronégatif. Alors là, je vois qu'il y a des questions, parce que j'imagine que vous avez levé la main très vite, donc c'est peut-être pas pour répondre. Corentin, tu as une question? Non, non, moi c'est pour répondre. C'est pour répondre. Et Abdesamad? J'ai oublié de baisser la main. D'accord, excuse-moi. Oui. Alors, je ne sais pas si Corentin, c'est pas un peu prématuré par rapport aux autres. Je ne sais pas si on a le temps d'y réfléchir. Mais tu vas répondre, Corentin, mais dans une minute. Je laisse une Ok. minute, je laisse une minute à tout le monde pour prendre le temps de se poser la question. Dans toutes ces orbitales, lesquelles vont interagir donc, avec le métal via ces orbitales DXY, DXZ, DYZ? Essayez sur votre copie de dessiner un peu une interaction qui pourra avoir lieu. Et ensuite, qualifier le ligand PH3 avec cette information. Le niveau de valence du métal est au-dessus du niveau 2P du phosphore. Donc, si on imagine les orbitales D du métal, elles sont assez hautes en énergie.
Alors, je vais peut-être laisser maintenant Corentin répondre, mais avant, peut-être si jamais il y en a qui ont mal compris quelque chose et qui ont une question, ils peuvent la poser, comme ça je peux faire des explications. Pas de questions, c'est bon? Alors, vas-y, Corentin, réponds à la question. Du coup, on nous demande lesquels pour interagir avec D, X, Y, XZ et YZ. Du coup, moi, j'aurais dit, c'est les deux pi, enfin la pi et la pi étoile. Tout à fait, Et, hein, clairement, on voit que leur géométrie leur permet de faire des interactions de type pi. ouais. Noir d'un côté, blanc de l'autre, c'est ce qui va permettre de réagir avec les D, X, Z qui sont justement noir d'un côté, blanc de l'autre. Ouais, c'est ça. Alors du coup, ensuite, comment qualifier le ligand pH3, sachant que le niveau de valence du métal se situe au-dessus du niveau 2P du phosphore? Bah, du coup, vu qu'on a vu que c'était des pi, du coup, pi. Et vu que pi, les pi, c'est. Enfin, la pi H3 et étoile, elle est vacante. Enfin, il n'y a pas d'électrons dessus. Bah, du coup, ce serait une pi accepteur. Voilà. Et le fait que la pH3 soit pleine en dessous, parce qu'il y a, en gros, là, il y a deux pH3, il y a deux pi pleines, et là, il y a deux pi vides. Mais pour trancher, on vous dit le niveau d'énergie des orbitales D du métal, il est plus haut. Donc, comme il est plus haut, on sait qu'elles vont plutôt interagir avec l'orbitale la plus proche en énergie. Ouais. Donc, qui est la pi H3 étoile, qui est la BV ici du gant et qui est vide. Et comme elle est vide, bah, du coup, ce sera pi accepteur. Donc, c'est comme ça qu'on peut qualifier ce ligand. Il est sigma donneur grâce à la 2 à 1. C'est sa HO, donc géométrie sigma, enfin de symétrie sigma. Et pi accepteur grâce à la pi étoile AH3 qui est vide. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la fin de cet exercice? Non. Okay. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous appreniez à bien, voilà, en gros, pour revenir sur cet exo-là, il faut que vous appreniez à bien reconnaître où est-ce que va se mettre le métal, comprendre la géométrie un peu du complexe, voir si la HO, elle est donc de symétrie sigma, donc c'est sigma donneur, si la BV, elle est de symétrie pi, c'est pi accepteur. Et puis, évidemment, il y a d'autres possibilités, on l'a vu dans le cours, hein, ça peut aussi être sigma donneur, pi donneur, ou alors ça peut être sigma donneur et pas d'interaction pi. Donc ça va dépendre des niveaux. Alors, on peut continuer avec l'exo suivant. Dans l'exo suivant, on vous propose donc d'étudier différents complexes qui peuvent être soit à haut spin, soit à bas spin, ce qui va correspondre en fait à des complexes avec un champ fort ou avec un champ faible, qui vont donc avoir soit des électrons bien appariés dans le niveau T2G, soit des électrons qui vont se répartir sur EG et T2G, et donc vont être avec plus d'électrons célibataires et donc avec plus de paramagnétisme. Donc ici, dans cet exo, donc on étudie l'ion cobalt 3+, qui fait des complexes octaédriques, avec donc un bloc D séparé en deux niveaux d'énergie, un niveau inférieur nommé T2G, un niveau supérieur nommé EG. Afin de déterminer la configuration électronique du bloc D, on dispose de la valeur de deux paramètres. Le paramètre de champ de ligand octaédrique qui s'appelle donc delta O, et l'énergie d'appariement P, c'est l'énergie nécessaire pour apparier une paire d'électrons de spin opposés dans une même orbitale moléculaire, ce qui est défavorable d'après la règle de Hund. Autrement dit, delta O, c'est la différence d'énergie entre T2G en bas et EG en haut. Et P, c'est l'énergie que ça coûte de mettre deux électrons dans la même orbitale. Alors, premièrement, on vous demande représenter les deux diagrammes énergétiques remplis correspondant aux configurations électroniques à bas spin et à haut spin des complexes du cobalt plus 3. Donc, si on étudie du cobalt au degré d'oxydation 3, normalement, on ne vous a pas donné ici le nombre d'électrons du cobalt. Normalement, il faut savoir le nombre d'électrons de valence Il du est cobalt. sur l'exo du dessus, 27. Il est, oui, C'est on l'a donné à décalculé au l'application début. A1, A3. Il a 9, ouais. Bon, en tout cas, je peux vous dire, il a 9 électrons de valence. Là, ça doit être un oubli dans l'énoncé. Donc, le cobalt, il a
il a 9 électrons de valence quand il est neutre. À partir de ça, 9 électrons de valence, degré d'oxydation 3, on peut normalement en déduire. Alors non, attendez. 1, 2, 3, on peut en déduire qu'il aura 6 électrons dans le bloc D. Maintenant qu'on sait qu'il a 6 électrons dans le bloc D, je vous laisse le faire chacun séparément. Dessinez les deux possibilités. Donc, vous dessinez d'un côté un bloc D avec un champ fort, enfin, ou pas, vous dessinez d'un côté avec un champ faible et de l'autre côté avec un champ fort, avec donc les 3 T2G et les 2G. Et puis, vous voyez comment ces 6 électrons ils vont se placer dans le bloc D en fonction du champ. Si le champ est fort, ils vont être T2G. Si le champ est faible, ils se répartissent pour essayer d'avoir le maximum de spin parallèle. Je vous laisse le faire, je vous laisse une minute, puis après, quelqu'un répondra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur ça? Quelqu'un qui n'y arrive pas ou qui n'a pas bien compris de quoi on parle? Moi, je n'ai pas trop compris. C'est Corinna? Oui. Alors, pose ta question, Corinna. En fait, j'ai pas compris comment est-ce qu'on doit faire les diagrammes et tout. Ouais. Alors, ce que vous devez retenir un peu par cœur, hein, je l'avoue, c'est que les 5 orbitales D du métal, Oui. avant la formation du complexe, elles sont toutes au même niveau d'énergie. Et après la formation du complexe, il y en a 3 qui vont être en bas et 2 qui vont être en haut. Est-ce que ça, Ok. tu l'as retenu, Corinna? Oui. Donc, c'est les 3 T2G et les 2 EG. Donc, on te demande de dessiner ça en gros. Le bloc D, c'est dessiner les 3 orbitales du bas qui sont les T2G, les 3 orbitales du haut qui sont les EG. Et ensuite, on te demande de le remplir avec des électrons. Mm. Sachant que tu peux calculer combien d'électrons il y a dans le bloc D, puisque tu sais que c'est le nombre d'électrons du métal, 9, moins le nombre d'oxydation, moins 3, 6 électrons dans le bloc D. Ok. Donc là, en effet, dans l'énoncé, il manque l'info qu'il y a 9 électrons de valence dans le cobalt. Il y a d'autres questions peut-être? Abdesamad, c'est une question? C'est pour répondre. Et Corentin, c'est une question? Non, c'est juste que tu n'avais pas baissé la main. Ouais, j'ai oublié de baisser la main. Ok. Est-ce que Corinna, c'est clair pour toi? Oui. Mais c'est-à-dire que bas spin, haut spin, c'est juste le delta qui change? Ou c'est Ben, quoi? quand tu fais le dessin, en effet, quand le delta change, tu verras que la répartition des électrons n'est pas la même. Ok, ok. Abdesamad, est-ce que tu veux essayer de répondre en expliquant le raisonnement? Oui. Vas-y, on t'écoute. On utilise la règle de Hund déjà. Donc, on sépare deux cas, s'il y a un champ fort et un champ faible. Ouais. Donc, s'il y a un champ fort, on remplit déjà les couches du bas. Du coup, la couche du bas, c'est les T2G. Et vu que le cobalt a 6 électrons en bloc D, alors elle va remplir les 3 couches de ces électrons T2G. Donc, la configuration sera T2G6 et EG0. Et lorsque le champ est faible, les couches EG ont une énergie quasiment similaire à celle de T2G. Donc, avec la règle de Hund, on considère qu'elles sont à peu près toutes au même niveau. Et donc, on les remplit successivement, les 5 couches, ce qui fait qu'on aura dans les 5 couches un électron, puis le dernier électron dans la couche T2G. Du coup, on aura T2G 4 et EG 2. Ouais, c'est très bien expliqué, Abdesamad, c'est parfait. Si je vous montre le dessin, hein,
donc du corrigé. Donc, vous voyez, le cas où T2G et EG sont proches en énergie, qui est le deuxième cas dont Abdessamad parlait, comme elles sont très proches en énergie, on utilise la règle de Hund en mettant 1, 2, 3, 4, 5 électrons, tous de même spin, et le sixième, bon, on le met en bas, donc on met sur T2G, alors que s'ils sont éloignés, ben voilà, T2G, comme c'est trop éloigné en énergie, c'est trop déstabilisant de remplir EG, donc c'est pour ça qu'on met les 6 électrons sur les 3 orbitales T2G. Ben, c'était très bien expliqué par Abdessamad. Alors, donc, du coup, on a deux possibilités. Alors, du coup, si le champ est faible, on appellera ça O spin, qui est ici abrévié HS, puisqu'il y a plein d'électrons qui sont dans le même spin, et donc on va avoir quelque chose de fortement magnétique. Si par contre le champ est fort, on va appeler ça bas spin, puisque les électrons ici ont des spins opposés, et donc finalement, il n'y aura pas de magnétisme observé pour le complexe. Enfin, il sera diamagnétique. Si on continue du coup avec la partie 2, on vous demande de calculer la différence énergétique entre les deux configurations en fonction de delta O et de P. Donc si ici, je retire, voilà, si ici je vous présente uniquement le dessin, pour que vous ayez au moins le dessin dans votre réflexion, on voit que en fait, le niveau T2G, il a une certaine énergie, l'énergie E T2G, et le niveau EG, il est à l'énergie E T2G plus delta O, puisque par définition, delta O, c'est l'écart entre EG et T2G. Donc, on voit que mettre ces deux électrons-là en hauteur, ben, ça fait que globalement, l'énergie du complexe, elle est plus importante, puisque... Alors, vous vous souvenez comment on calcule l'énergie totale d'une molécule? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup insisté dessus, ou d'un atome d'ailleurs, mais comment on calcule l'énergie totale d'une structure? Quelqu'un peut me répondre ou pas? C'est pas H fois nu, quelque chose comme ça? Non. Non, alors delta E égale H nu, c'est autre chose. C'est ce qui permet de relier, lorsqu'un électron passe d'une couche à l'autre, ça permet de relier l'écart énergétique entre les deux couches avec la longueur d'onde du photon nécessaire pour faire l'absorption. Ce n'est pas du tout ça. Moi, ce que je veux, c'est calculer l'énergie totale du système. Vous voulez que je vous rappelle comment on fait? En fait, c'est tout simplement l'énergie de chaque niveau fois le nombre d'électrons qu'il y a dans le niveau. On ne le fait pas souvent, ça, en fait. Mais il faut s'en souvenir. Finalement, l'énergie totale d'une molécule, c'est juste la somme des énergies potentielles de tous ces électrons. Donc, si ici, on vous demande l'énergie du bloc D, eh ben, c'est 4 fois l'énergie du niveau T2G, plus 2 fois l'énergie du niveau EG, quand il est dans cette configuration-là. Par contre, s'il est dans cette configuration-là, c'est 6 fois l'énergie du niveau T2G. Ça, notez-le bien, mettez un petit attention, principe à retenir, là, comment calculer l'énergie totale. Et du coup, si on veut calculer l'énergie nécessaire pour passer de là à là, ou par exemple pour passer de la configuration haut spin à la configuration bas spin, est-ce que vous voyez comment on va faire? La question exacte, c'est la différence d'énergie. Voilà. L'énergie pour passer de haut spin à bas spin, comment on calcule la différence? Steve? C'est la différence entre les deux, non? Voilà, c'est ça, c'est arrivée moins départ. Donc, on va avoir 6 fois l'énergie de T2G, moins 4 fois l'énergie de T2G, et puis moins 2 fois l'énergie de EG. Sauf que, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vous a parlé dans cet exercice de l'énergie d'appariement. L'énergie d'appariement qui était là. C'est l'énergie nécessaire pour apparier deux électrons. Autrement dit, en fait, ici, certes, on monte en énergie parce qu'on va se retrouver avec deux électrons. On va se retrouver avec deux électrons pour une énergie plus haute, mais on a gagné deux énergies d'appariement. Parce qu'en fait, ça coûte de l'énergie d'apparier des électrons. Donc, c'est pour ça que ce complexe-là,
il peut se retrouver avec une énergie globale plus basse que ce complexe-là. Parce que quand on passe de là à là, on a pris plus 2 fois delta O en énergie, mais moins 2 énergies d'appariement. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on fait moins 2 fois l'énergie d'appariement? Ben, l'énergie d'appariement, elle est positive, c'est-à-dire qu'elle augmente l'énergie totale, donc ça déstabilise. Vous vous souvenez, plus l'énergie est grande, plus ça déstabilise. Donc, globalement, le fait de mettre des électrons là-dedans, ça rajoute de l'énergie, ça déstabilise parce que ça coûte de l'énergie d'appariement. Le fait de les retirer, ça retire cette énergie d'appariement. Ok, donc ça veut dire qu'il y aura plus d'énergie d'appariement dans le premier que dans le deuxième. Non, dans le deuxième, il y a 3 énergies d'appariement. Dans le deuxième, il n'y a qu'une seule énergie d'appariement. Enfin, dans celui de gauche, il y a une énergie d'appariement. Dans celui de droite, il y a 3 énergies d'appariement, puisqu'il y a 3 fois des électrons appariés dans une orbitale. Ok, ok. Vous voyez, si je montre le corrigé de façon plus complète, on va faire comme ça, voilà. Donc, si je regarde la configuration basse spin, donc dans la configuration de droite, l'énergie totale, c'est 6 fois l'énergie du niveau T2G, plus 3 fois l'énergie d'appariement. Puisque j'ai dû mettre 6 électrons à cette énergie-là, et j'ai dû payer 3 fois l'énergie pour les appariements. Si par contre je regarde le niveau du complexe au spin, donc de gauche, c'est 4 fois l'énergie de T2G, 2 fois l'énergie EG, et 1 fois l'énergie d'appariement seulement. Puisque j'ai dû apparier juste ces 2 électrons-là. Au final, si je veux la différence entre les deux, haut spin moins bas spin, eh ben, il va me rester que, comme écart, 2 fois delta O moins 2 fois l'énergie d'appariement. Est-ce que vous avez compris un petit peu l'esprit de cet exercice? Oui. Alors, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la dernière question. On vous donne la valeur de l'énergie d'appariement. On vous dit que l'énergie d'appariement, c'est 226 kJ par mol. On vous donne la valeur de delta O lorsque le ligand, c'est H2O, 218 kJ par mol. Et puis, on vous donne la valeur de delta O lorsque le ligand, c'est NH3, 274 kJ par mol. On vous demande pour chacun de ces 2 complexes, donc le complexe COH2O 6 fois 3+, et CONH3 6 fois 3+, lequel des deux est diamagnétique? Est-ce que vous voyez du coup comment on va répondre à la question? En comparant delta O et P. Est-ce que tu vois, Corinna, comment on peut faire? Il ne faut pas d'abord calculer les électrons de valence de H2O et NH3. Alors, c'est beaucoup plus simple que ça parce que le nombre d'électrons dans le bloc D, c'est le nombre de ligands X plus le nombre d'oxydation. Et ici, comme c'est que des ligands L, et que le nombre d'oxydation ne change pas, il y a toujours 6 électrons dans le bloc D. Ok. Donc, la difficulté, c'est juste de comprendre la question là. Tu vois? Là, pour ces 2 complexes, il n'y a que 6 électrons dans le bloc D. Donc, on est dans le cadre de la question 2 qu'on avait fait précédemment. Sauf qu'on te donne des valeurs pour P et pour delta O. Donc, vu les valeurs, lequel va être plutôt haut spin et lequel va être plutôt bas spin? Bas spin, ça sera le H2O. Alors, comment tu vois qu'il est bas spin? Parce que son delta O est plus bas que P. Exactement. Son delta O est plus petit que P. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte plus d'énergie d'apparier les électrons entre eux que de les mettre sur le niveau T2G. Ça coûte 218 kJ par mol de mettre un électron sur le niveau T2G, alors que ça coûterait 226 kJ par mol de le laisser finalement. Ça coûte 218 kJ par mol de monter un électron sur le niveau EG, alors que ça coûterait 226 de le laisser au niveau T2G, mais de l'apparier avec un autre électron. Donc lui, il sera bas spin, et lui, il sera haut spin. Et lequel des deux est diamagnétique, le bas spin ou le haut spin? Le bas spin. Non, oui, j'ai inversé, attendez. Le bas spin, c'est celui qui a un grand. Non, c'est le NH3.
il sera bas spin, puisqu'il a un grand delta O. Comme il a un grand delta O, les électrons vont se retrouver donc tous en bas, et lui, il sera bas spin, diamagnétique. Voilà. Je vais bien répondu le code. Par contre, le H2O, lui, eh ben, comme il y a les électrons qui montent sur T2G, il sera haut spin, donc il sera paramagnétique. Donc c'est ce qui est écrit ici. Mais si les deux delta O, ils étaient inférieurs au P, ils auraient tous les deux été diamagnétiques. Exactement. Si ça Ok. coûte moins d'énergie de monter les électrons sur G que de les appareiller, attention. Non, ils seraient Le delta O paramagnétiques. est petit, Non, plus grand, pardon. voilà. Si Si. le delta O est grand, il se retrouve avec un champ fort, bas spin, mais si le delta O est petit, il se retrouve avec un champ faible, et là, ils auraient tous les deux été magnétiques, paramagnétiques. Ok, d'accord. Merci. Bon, ben voilà. On a à peu près fait le tour là, des points principaux du chapitre. Le dernier truc qui n'est pas traité directement dans le TD, mais plus dans l'émission après, c'est éventuellement l'effet que va avoir la complexation sur le ligand. Parce que là, on a traité plutôt l'effet des ligands sur le métal, à la fois dans la partie ici du ligand phosphine, où on a dit qu'il était sigma donneur, pi accepteur. Et puis ici, complexe O spin, bas spin, on a vu comment les ligands, en fonction, là, pour le ligand H2O, pour le ligand NH3, peuvent modifier la valeur de delta O, et donc faire plutôt un complexe magnétique non magnétique. Maintenant, des fois, vous pourrez avoir des questions sur l'influence sur le ligand lui-même lorsqu'il se complexe sur le métal. Donc, on peut imaginer qu'on rajoute une question. Vous vous souvenez, là, le ligand phosphine pH3, on a dit qu'il était sigma donneur, pi accepteur. Alors, s'il est pi accepteur avec son orbital ici, pi AH3 étoile, est-ce que vous voyez quel impact ça va avoir sur sa stabilité? Vous vous souvenez du raisonnement qu'on a fait dans le cours ou pas? Un ligand comme ça qui est pi accepteur, ça va avoir quel impact sur la stabilité du ligand lui-même? Il sera plus stable, non? Alors, fais un raisonnement, Corinna, parce que là, tu es arrivé à l'opposé du résultat. Quel raisonnement tu as voulu faire? Euh, bah, enfin, il accepte des électrons. Oui, mais il les accepte sur quelle orbitale? Sur une orbitale qui est notée avec un étoile. Oui, Et or, étoile, ça veut dire antilion. antiliante. Donc, si tu acceptes des électrons sur une antiliante, Ah oui, c'est casse moins la stable. liaison. Et donc, globalement, la liaison est moins forte. Ok. Donc, globalement, quand il est complexé au métal, la liaison entre le phosphore et l'hydrogène va être moins forte que quand il n'est pas complexé au métal. Parce qu'on a nourri l'antiliante. Ça, c'est le point à retenir. Voilà. C'est une question que je n'ai pas mis dans l'exercice, mais on pourrait vous poser cette question-là. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez l'aspect quantique du chapitre. Cette chose sera toujours pareil. On vous donnera en gros un ligand, un métal, et on vous demandera voilà, comment ce ligand interagit avec le métal. Est-ce qu'il est sigma donneur, pi accepteur, ou l'inverse? Il ne peut pas être sigma accepteur, mais il peut être sigma donneur, pi donneur, ou il peut aussi ne pas avoir d'interaction pi. Ensuite, du coup, on peut vous donner des valeurs de delta O, un peu comme on a vu là pour les complexes O spin, bas spin, et puis vous demandez, bah, vu les valeurs de delta O, est-ce qu'on est plutôt sur un champ fort ou un champ faible, et du coup, est-ce que ce sera magnétique ou pas? On peut vous demander si les pi accepteurs, est-ce que ça déstabilise sa liaison, enfin, est-ce que ça fragilise sa liaison? Donc en général, c'est le cas, parce qu'en général, quand il est pi accepteur, c'est une antiliante qu'on peuple. Et voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça en général, parce que souvent, quand il y a un exercice sur les complexes, vous allez avoir 3-4 questions qui vont porter de la quantique maximum. Après, vous pouvez avoir un cycle catalytique, et puis après, on passe à autre chose, parce qu'on ne va pas faire un sujet entier sur ça. Après, on ne sait jamais, hein, des fois, il y a des surprises, mais comme c'est un chapitre assez difficile, ils ne vont pas non plus insister normalement. S'ils suivent leurs habitudes, ils ne vont pas insister à fond. Mais il faut quand même maîtriser ce type de questions-là. Alors, les applications suivantes du TD,
c'est des applications de description des cycles catalytiques. Donc, on ne va peut-être pas les refaire parce que là, on s'est déjà entraîné sur 2 cycles catalytiques au début de la séance. Mais ici, j'avais mis donc un petit exercice où on doit indiquer la nature des transformations. Donc, par exemple, vous voyez ici, on a un complexe donc, de zirconium qui a 2 ligands ici éthane. Et puis, il y a un ligand éthane qui se transforme en un ligand éthène plus un hydrogène. Qu'est-ce que c'est comme transformation? Alors, vous vous souvenez du nom de cette transformation? Quand un éthane se transforme en éthène plus hydrogène? Quelqu'un veut lever la main pour répondre? Tiens, personne s'en souvient? Ouais, ta question, s'il vous plaît. Bah, pourquoi tu veux que je répète la question? Elle est claire, la question. Indiquer Ah, la nature parce de la que... transformation. Comment? Elle est écrite au tableau, la question. Indiquer la nature de la transformation. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Vas-y, Léa. C'est une désinsertion, non? Voilà, c'est la désinsertion. Donc celle-là, elle est un peu trappe, s'il faut s'en souvenir. Qu'on peut aussi appeler l'élimination non réductrice. Et ensuite, tiens, je vais poser la question à Steve pour voir s'il va réussir à cocher un peu les wagons. Dans la deuxième étape, Steve, est-ce que tu vois ce qui se produit? Il y a un H qui part et une autre liaison, non? Il y a un H et un éthane qui partent et qui se relient entre eux, tu vois. Mhm. Alors, ça fait quoi, ça, comme type de transformation? Comment tu nommerais ça? C'est une élimination. Ouais, bon, on rajoute un terme, on rajoute un adjectif. Élimination réductrice. Parce qu'on Oui. perd 2 ligands X, donc on diminue de 2 le nombre d'oxydation. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est du vocabulaire à bien travailler. Ici, on a des insertions suivies d'élimination réductrice. Séverine, tu avais une question? J'avais une question pour la réaction du coup, mais le H, il se lie pas justement avec l'autre ligand du coup pour Si, pouvoir sortir. si. On ne le Du voit coup, pas à c'est cause de la aussi. formule topologique. Mais en fait, tu vois, ici, c'est CH3 ici, mais là, ici, il n'y a que 2 H. Alors Ok. qu'ici, comme c'est un éthane, ce sera CH3, CH3. Donc en fait, ce H-là, il est bien relié, mais c'est juste qu'il n'est pas écrit à cause de la formule topologique. Et ça veut dire que ça fait une insertion Non, ou c'est une élimination réductrice. ok. On va retirer 2 ligands X qui se sont reliés entre eux. Ok. L'insertion, ce serait l'inverse. C'est-à-dire, ce serait. Non, l'insertion, ce serait l'inverse. Ce serait que tu passes de la molécule du milieu à la molécule de gauche. Là, ce serait une insertion. Ok. Et voilà, donc, bon, c'est des exercices d'entraînement. Vous pourrez les faire pour vous entraîner. Par exemple, là, vous voyez rhodium avec ce ligand éthine. Hop, on dirait que le ligand s'approche. Donc là, il forme une liaison de coordination. Et puis ensuite, il y a une transformation. Quelqu'un veut essayer de nommer là, les 2 transformations qu'on a représentées dans la ligne numéro 2? Tiens, Séverine, tu veux le tenter? La première, c'est une complexation. Mhm. Et après, ben, du coup, ce serait une insertion. Enfin, c'est le H Voilà. qui se... Et tu sais, on rajoute des numéros des fois après les insertions. 1, 1, Et non, 1, 2. une 1-2. La 1-1, c'est avec CO quand la double liaison, elle se retrouve, tu vois, double liaison CO qui n'est pas dans la chaîne. Là, c'est dans la chaîne que ça se Ok. fait. Donc, c'est la 1-2. Ok. Et quelqu'un veut faire la dernière étape pour s'entraîner? C'est pas une combinaison de deux. De Il deux. faut analyser le truc juste en termes de définition. Ici, on a gagné combien de nouvelles liaisons avec des ligands? Est-ce que c'est des ligands de type X ou de type L dans ce complexe-là? On a gagné 2 liaisons de type L. Là, ça sera plutôt ici. Ouais, c'est un peu trappe ici. Ça sera plutôt le type X ici, je pense.
Ah, ok. Parce que tu vois, tu imagines que chaque liaison, en fait, si tu écrivais la molécule neutre, ce serait un point. En fait. C'est comme s'il y avait deux radicales dans la même molécule. En fait. Ok. Donc là, on est plutôt sur un type addition oxydante. En fait. Monsieur. Oui. Du coup, pour moi, c'était addition oxydante trans. C'est bien ça? Ah non, là, ce serait une addition oxydante 6, puisqu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Je voulais dire 6. Oh là là. Je voulais Ouais. dire 6. Et là, c'est une addition oxydante, géométrie 6. Ok. Après, de la même façon, pour vous entraîner, vous pouvez essayer de faire la partie 2, là. On vous dit, en gros, on vous donne un complexe et on vous dit, faites une élimination réductrice sur ce complexe. Et qu'est-ce qu'on obtient comme produit? Donc, après, ici, faites une addition oxydante et ici, faites une migration 1,2, puis une complexation. Alors, ce qu'on appelle migration, c'est insertion. Ici, l'élimination réductrice, bien sûr, c'est le gros ligand à gauche là, qui va s'éliminer et former un cycle. Je vous laisse le faire, tiens. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Essayez de dessiner sur une feuille les produits obtenus et puis on corrigera dans pas longtemps. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous y arrivez? Quand on fait une élimination, il faut absolument qu'on enlève les deux liaisons collées au métal ou un seul suffit. Ah ouais, non, 2. Quand tu fais l'élimination réductrice, par définition, tu retires 2 ligands X. Bon, après, ça peut être le même ligand qui est relié 2 fois. Mais tu peux tirer 2 liaisons et les relier entre elles. Ah, ok. Ok, ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui n'ont pas réussi à faire ça ou est-ce que je donne la correction? Bah, le premier, j'ai une hésitation dessus. Alors, tu obtiens quoi? J'ai refait le cycle avec RU et j'ai fait plus CP-CP et des deux côtés, j'ai mis un carbone. Ah oui, tu as relié les deux CP entre eux, quoi, c'est ça? Ouais. Alors, ouais, je crois que l'esprit ici, c'était plutôt de retirer le ligand de gauche, pas de retirer le ligand de droite. Ah, ok. Ok, ok. Dans ce cas-là, ça aurait fait un cycle. Voilà, ça fait un benzène, en fait. Ok. Ici, en fait, quand on retire ça, ça fait un benzène. Pour l'addition oxydante, c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, on a liaison H, liaison CN.
Et évidemment, ça ne va pas être entre le C et le N qu'on casse ici. Hein, parce qu'on sait qu'il y a une triple liaison, donc ce n'est pas là que ça va se casser. C'est entre le H et le C que ça se casse pour faire d'un côté H. Et pour la migration 1-2 suivie ensuite d'une complexation, donc il y a ce truc-là qui va migrer. Là, je vais vous montrer le résultat. Là. Donc voilà, hop, il y a la double ici qui va faire une migration 1-2, donc sûrement avec le OH, on imagine. Hein. Mais bon, on pourrait l'imaginer avec un chlore finalement. Donc si c'est la migration 1-2 avec le OH, ça va donner voilà, ça, le OH qui se met au bout, on perd la double liaison. Et ensuite, la complexation de H2O qui va se mettre dessus. Voilà, et puis ben voilà, on va pas faire l'autre cycle catalytique là, le cycle catalytique de l'hydrocyanation parce que on en a déjà fait 2 au début de la séance. Donc vous êtes habitués, par contre vous pourrez le faire pour vous entraîner vu que vous avez le corrigé. Et on peut rapidement par contre regarder des applications de chimie organique, en particulier avec la métathèse. Donc ici on vous propose un exercice où on vous dit indiquer le produit majoritaire des réactions suivantes en justifiant si besoin. Et donc on vous montre ici un alcène terminal. Il y a un autre alcène ici, mais qui n'est pas terminal, plus un autre alcène avec un alcène terminal. On vous dit qu'on met un catalyseur au ruthénium et qu'on obtient un produit B. Si on regarde l'autre molécule, il n'y a qu'une seule molécule, cette fois pas 2 alcènes, mais une seule molécule qui a par contre 2 fonctions alcène terminales. On met pareil un catalyseur au ruthénium, un petit peu particulier, et on obtient un produit A. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut repérer? Quand vous voyez ces catalyseurs bizarres au ruthénium, quelle est la particularité de ces catalyseurs qui vous indique la réaction qui va avoir lieu? Qu'est-ce qu'ils ont de bizarre, ces complexes? Alors, vous voyez quand même, il y a bien un truc significativement différent des autres complexes qu'on a travaillés. Il y a des cycles? Non? Le métal, il forme une double liaison avec les ligands. Voilà. Il y a un métal qui fait une double liaison avec un carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle un carbène métallique. Il faut que vous les repériez et que vous les nommiez. C'est du vocabulaire qui est dans le cours. Carbène métallique. Métal, double liaison carbone. Là, on le voit très clairement ici et ici. Et puis ici, on le voit très clairement là. Quand il y a un carbène métallique, vous pensez à quelle réaction? La métathèse. Hein, le truc à retenir sur la métathèse, c'est son bilan, et le fait qu'elle nécessite un complexe qui forme un carbène métallique en tant que catalyseur. Si vous avez ces deux infos-là, le bilan et l'histoire du carbène métallique, normalement, vous pouvez voir que c'est une métathèse. Et après, il faut se souvenir que dans la métathèse, il y a 2 autres étapes, vous savez, la cycloaddition de plus 2 et la rétrocycloaddition de plus 2 qu'il faut savoir reconnaître aussi et éventuellement dessiner. Donc, quand on voit ça, on se dit carbone métallique, c'est une métathèse. Donc, ça veut dire je prends les alcènes terminaux et je les fusionne tout en perdant de l'éthène. Je vous laisse écrire les produits A et B par vous-même. Vous mettez sur votre brouillon la nature des produits et on corrige dans 1 ou 2 minutes. Monsieur? Oui. Oui, j'ai une question qui n'a rien à voir. Vous allez faire cours après de Cristallo ou pas? Non. Non, malheureusement, je ne peux pas, parce que je dois céder la connexion à ma compagne qui travaille à distance. Ok, Donc, je vais rester sur les horaires normales. d'accord. Moi aussi, j'avais une question point de vue organisation. Oui, Est-ce que vous allez nous envoyer les corrections des émissions et des rétrosynthèses? oui, bien sûr. Tu parles de quelle D'accord. mission et de quelle rétrosynthèse?
L'émission Q4 est de cinétique et la dernière rétrosynthèse, la 13 du coup. Alors oui, donc là, pour cette semaine aujourd'hui, c'était la mission de cinétique qui était à faire, c'est ça? Oui, et la rétrosynthèse. Et la rétrosynthèse. Donc j'attends que vous me les ayez rendus, bien sûr. Donc j'attends encore un petit peu, parce que vraiment c'était à rendre pour en gros aujourd'hui, quoi. Et je vous enverrai, je pense, les corrections vendredi. D'accord. Et du coup, pour les Q4, L'émission c'est la semaine Q4, comme c'est prochaine. pour la semaine prochaine, en gros, on va se dire que vous me les rendez à peu près au moment du DS, quoi. Ça, je corrige ça en même temps. Et pareil, je vous les rendrai quelques jours après. Une fois que j'aurai corrigé, je vous donnerai les corrections. D'accord, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés sur obtenir le produit de la métathèse, là? Ou est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est bon? Bon, bah, sur le corrigé, hein, on peut le regarder, le corrigé. Donc, on a. Hop, je vais mettre ça là. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. On a donc deux alcènes alors, qui peuvent réagir ensemble selon une métathèse. Ici, il y a deux fonctions alcènes différentes dans cet alcène-là. Mais il faut bien penser que souvent, la métathèse, ça va se faire avec les alcènes terminaux, donc plutôt cette fonction-là et cette fonction-là. Et donc, bah, simplement, on les fusionne en quelque sorte, hein, on les condense pour former une seule fonction alcène avec perte d'éthène, puisqu'on perd le carbone terminal là et le carbone terminal. Donc ça, c'est une métathèse donc, qui peut fonctionner avec toujours une petite difficulté quand on fait une métathèse, c'est que bah, rien n'empêche, en quelque sorte, cette molécule-là de réagir avec une autre molécule identique à elle-même pour former un produit qui serait symétrique. Et de la même façon, cette molécule-là pourrait réagir avec un produit identique pour former un autre alcène symétrique. Donc, ça ne va pas forcément donner le meilleur rendement, mais si on arrive à introduire les produits dans un certain ordre, ou si on arrive à gérer, disons, les conditions réactionnelles, des fois, on peut faire des métathèses comme ça. Le deuxième cas, c'est une cyclisation par métathèse. Alors ça marche très, très bien, les cyclisations par métathèse, puisque là, par contre, il y a, entre guillemets, qu'une seule possibilité, c'est que la molécule réagisse avec elle-même. En effet, elle pourrait réagir avec une autre molécule identique à elle-même, mais ce serait beaucoup plus long en termes de cinétique que là où elle va pouvoir réagir directement avec ces deux carbones terminaux pour former un cycle en libérant de l'éthyle. Souvent, la métathèse, c'est super utile pour faire des cyclisations. Et alors, bah, dans la question 2 de cet exercice, cette fois, on fait l'inverse. On vous demande quelles sont les conditions réactionnelles qui permettent d'obtenir le composé 1, le composé 2, le composé 3, à partir de composés qui ont des liaisons doubles CC et par une métathèse. Donc, l'esprit ici, c'est de trouver deux alcènes qui, quand ils réagissent ensemble, donnent ça. L'esprit ici, trouver deux alcènes qui, quand ils réagissent ensemble, donnent ce produit-là. Et l'esprit dans le troisième, ce serait plutôt de trouver une seule molécule, mais qui ait deux fonctions alcènes terminales, qui, quand elles réagissent, font la cyclisation. Je vous laisse réfléchir à ça 1 ou 2 minutes, et puis essayer d'écrire les formules, et puis ensuite on corrige, et ça mettra fin au TD a priori, sauf s'il y a d'autres questions, on pourra discuter encore un peu.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des difficultés, ou sinon je vous montre le corrigé? Oui, pour le troisième, en fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire des alcènes en terminaison. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu te dises, par exemple, imaginons par exemple qu'on décide de casser, je vais faire une insertion. Hop, hop. Imagine qu'on décide de casser cette liaison-là. Je vais la mettre en rouge, je vais la mettre en épais. Voilà. Tu visualises? Donc, si je casse ça, eh ben, ça va me faire un alcène ici, plus un alcène ici. Même s'il n'est pas tout à fait au bout de la chaîne, il est considéré comme alcène terminal parce qu'il est relié à 2 H. Ok. Tu vois, en fait, terminal, ça ne veut pas forcément dire tout au bout d'une chaîne, ça veut juste dire qu'après l'alcène, il y a 2 H. Il n'y a pas une chaîne carbonée qui continue après l'alcène. Ok, mais c'est-à-dire qu'on garde quand même l'autre alcène. Et on ne le touche Tu pas. vas te retrouver, en gros, c'est assez à visualiser, tu vois, ça veut dire si tu casses là, tu vas te retrouver avec cette alcène-là, plus l'autre alcène. Comme si tu avais rajouté 2 carbones pour créer 2 alcènes. Ok, ok. C'est bon, tu visualises? Yes. De la même façon que tu le fais quand tu le fais avec ça, tu vois, quand tu le fais avec ça, ici, si je casse ici, eh bien, je vais avoir l'alcène de gauche et l'alcène de droite qui vont tous les deux être présents dans les molécules utilisées au départ avant la méthode. Ok. Donc, si je vous montre le corrigé, voilà, donc, pour cette molécule-là, on va avoir, voilà, on casse ici, on va avoir l'alcène là plus l'alcène là, qui vont donner ça, plus de l'éthène, bien sûr. Pour faire cette molécule-là, il faudra faire cette alcène-là plus cette alcène-là. Et pour celle-ci, si on décide de casser cette liaison-là, comme je te le proposais, on aurait donc une fonction alcène-là et une fonction alcène-là, qui, lorsqu'elle se cyclise, donne cette molécule. Bon, ben, on arrive à la fin du TD. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions supplémentaires associées à ce type d'exercice? Pour l'émission, je vous laisse en gros, normalement c'était aujourd'hui. Alors je sais que demain vous avez un DS de maths. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont fait l'émission. Pour l'instant, j'ai reçu celle de Steve, mais c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui vont m'en envoyer aujourd'hui l'émission? Je vais essayer de les faire. Sinon, je vous envoie ça. on peut dire que je vous laisse jusqu'à vendredi si vous voulez. Mais c'est des missions de cinétique là, qui sont à rendre cette semaine. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'au soutien cinétique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Je vais couper l'enregistrement parce que de toute façon, là, on a terminé la partie TD. Voilà.